on va commencer avec un bout de contenu, donc de théorique, sur les concepts de base. Et puis, c'est quoi la théorie U exactement? Comme je disais tout à l'heure, le monde change énormément, surtout dans les 3 derniers mois, mais depuis la nuit des temps, mais particulièrement dans les 10-20 dernières années. Ce qu'on remarque aussi dans les 3 derniers mois, c'est qu'il y a beaucoup de systèmes qui sont en train de s'écrouler, ou en tout cas qui montrent leurs failles. Les systèmes de santé, c'est le premier, qui est le plus évident, mais aussi les systèmes alimentaires, les systèmes de redistribution des richesses. On voit qu'il y a des failles dans ces systèmes-là, de la manière que c'est organisé en ce moment au Québec et ailleurs. On sent qu'on est en train de frapper un mur et on veut bâtir autre chose, mais on ne sait pas exactement comment. On voit tous ces systèmes-là d'exploitation, d'oppression même, que ce soit d'un point de vue écologique, où on se rend compte que oui, il y a les changements climatiques, mais en plus des changements climatiques, il y a aussi la perte de la biodiversité, qui est un résultat de l'extraction de ressources, de la déforestation. Donc, autant les systèmes écologiques qu'économiques, où l'écart entre les plus riches et les plus pauvres s'agrandit d'année en année, de semaine en semaine, que des systèmes d'oppression sociale aussi, avec toutes les discussions sur le racisme systémique qu'on a eues dans les dernières semaines. Donc, tous ces systèmes-là, dans le fond, montrent leurs failles, montrent ce qui ne marche pas. Et pour changer ces systèmes-là, pour construire des systèmes meilleurs, on essaie plein de choses qui marchent finalement pas tant que ça sur le long terme. On essaie de changer nos comportements, on essaie de changer des lois, des habitudes, et on sent collectivement qu'on n'a pas tant de prise que ça. Je ne sais pas si ça vous résonne là, quand je vous dis ça, mais c'est quelque chose qui semble assez partagé dans notre société, en tout cas au moins ici au Québec. La question qu'il faut se poser, c'est et s'il fallait qu'on aille plus profond que juste des changements de comportement, des changements de loi, de réaction, et s'il fallait qu'on s'attaque vraiment aux racines de ces systèmes-là, puis si on voulait changer le système à partir de la base, à partir de ce qui est vraiment à la racine, comment on ferait ça? Quand on parle de système, comme je disais tantôt, on parle aussi bien d'un groupe de personnes que d'une organisation, que d'une collectivité, d'un territoire, par exemple, un système de santé, un système alimentaire, ou même de notre réaction collective, par exemple, à la pandémie de la COVID. Donc, quand on dit système, là, à partir de maintenant et pour le reste de la formation, on parle autant de toutes ces choses-là différentes que ça peut être. Et dans tous ces systèmes-là, en fait, il y a un point commun, c'est que la partie visible du système, ce qu'on est capable de voir, ce avec quoi on interagit, est beaucoup plus petite que la partie invisible. Hein? Vous connaissez peut-être le modèle de l'iceberg, qui est un modèle assez répandu là, dans toutes sortes de domaines de gestion, d'intervention, tout ça. Ce que le modèle de l'iceberg dit, c'est que la pointe de l'iceberg qui est visible, c'est tout petit par rapport à toute la masse de l'iceberg qui est en dessous de l'eau qu'on ne voit pas. Et c'est cette masse-là qui est la plus importante. Donc, et dans cette masse-là, on a tous les comportements, nos réactions, on a toutes les structures politiques, les lois, les infrastructures, le cadre bâti qui influencent nos comportements. Et on a tous nos modèles mentaux aussi, toutes nos croyances qui influencent la manière dont on va agir. Donc, tout ça, c'est ce qu'il y a d'invisible. En fait, je voulais vous montrer aussi un exemple de ça pour la crise actuelle, puis en même temps pour vous montrer un peu c'est quoi la différence. Donc, tu sais, nos symptômes, nos événements, c'est le nombre de cas, le nombre de décès. Par exemple, dans notre réponse collective là, à la crise, ce qu'on voit, c'est ça. C'est les cas, c'est les décès. On réagit de différentes façons. On réagit par le biais de notre système de santé. On réagit aussi par la solidarité collective. Il y a plein de groupes Facebook d'échanges de quartiers qui ont été mis en place et autres.
parfois aussi par manque de solidarité, mais on essaie de visser ça. Puis, il y a toutes sortes de structures, donc des tests, des dépistages, du confinement, de la distanciation. Ça, c'est des mesures politiques qu'on met en place pour mieux réagir ensemble. Puis ce qu'on souhaite au niveau du modèle mental, c'est de passer de la séparation à l'interconnexion. Dans le sens où ce qu'on a réalisé avec la pandémie, c'est qu'on était vraiment très connectés. Puis que si moi, je ne lave pas mes mains, que je ne désinfecte pas ma surface à l'épicerie, ben, ça se peut que quelqu'un qui est totalement loin de moi arrive et soit infecté. Donc, finalement, ce petit truc-là, aussi simple que ça, nous fait réaliser à quel point, finalement, nos vies sont vraiment interdépendantes. De réaliser que c'est une chauve-souris ou un pangolin en Chine qui a eu un virus qui a fait tout ça, qui a créé tout ça, ça nous fait réaliser à quel point, finalement, on doit agir ensemble. Mais ce que la théorie nous dit, c'est que d'aller jusqu'aux modèles mentaux, c'est pas assez. En fait, les modèles mentaux, c'est un outil vraiment important pour créer du changement profond, mais on nous propose en fait d'aller encore plus profond vers ce qu'ils appellent la source. En fait, c'est vraiment la conscience dans le fond. Donc, pas juste repenser les façons de faire, mais de vraiment régénérer notre façon d'être dans le monde. Et c'est ça qui donne lieu au titre un peu de la formation, de passer d'un mode de conscience de l'ego, de vraiment s'ancrer sur soi, donc ce qu'il appelle l'ego systémique, à une conscience écosystémique. Donc vraiment de rapport à l'autre et aux autres et à l'ensemble de notre communauté, du monde, qui est basé sur vraiment, c'est ça, de prendre conscience de tous les liens qu'on a avec chacun. Et s'il se passe ça, si on a cette conscience-là, donc à quel point on va être capable de faire des changements qui sont propres. Et dans le fond, la théorie, c'est un ensemble d'outils pratiques et un processus pour aller rendre visible cette conscience-là, cette source-là qui est normalement invisible, un peu comme nos modèles mentaux. Donc, qui va nous amener à mettre ça à la surface. Puis, brièvement, c'est une approche qui a été développée il y a un peu plus de 10 ans par quelqu'un qui s'appelle Otto Scharmer, qui est professeur au MIT, à l'Institut de technologie du Massachusetts, qui a fondé un institut qui s'appelle le Presencing, pour vraiment développer cette approche-là. C'est une approche qui est utilisée dans toutes sortes de milieux, qui a été en fait développée à travers des cours en ligne gratuits, ouverts, des MOOC, ouverts à toutes sortes de milliers de personnes. C'est maintenant utilisé par plusieurs gouvernements, le gouvernement de l'Écosse, le gouvernement des Pays-Bas, par la Croix-Rouge, par l'ONU, par toutes sortes, par des entreprises privées, par des coachs. C'est vraiment de plus en plus répandu là, partout dans le monde, dans toutes sortes d'entreprises et d'industries. Et donc, voilà. Donc, c'est un peu la présentation là, de la base de qu'est-ce que c'est la théorie, d'où ça vient. Et maintenant, Amélie va vous présenter le processus, dans le fond. Par quelles étapes on passe pour arriver à créer ce genre de changement? Donc, en fait, ce qu'Antoine nous disait, c'était combien, en réalité, la théorie, c'est un parcours qui va nous aider à créer du sens, mais à partir de la source même, en fait, la source de la décision. Première des choses, c'est ce qu'on sait déjà, c'est que quand l'être humain est confronté à une problématique, à un problème, on a tendance à reproduire, en fait, nos vieilles façons de faire. On va faire appel à nos vieux modèles mentaux. On va retourner chercher à travers nos mécanismes où on va interpréter le présent à travers des émotions du passé. Vous avez déjà fait ça, évidemment, de juste voir la réalité et dire « Ah, voici ce qui se passe, il faut trouver la solution ». Donc, on a le réflexe, habituellement, de passer de la problématique à créer une solution, trouver rapidement une solution, puis on est dans la phase du comportement. Donc, la première étape dans la théorie U, qui est donc pour descendre plus profondément dans la compréhension, c'est de commencer avec la volonté de ne pas reproduire. Donc, l'idée, c'est d'aller plus en profondeur, puis de prendre ce chemin-là qui est peu fréquenté, qui va nous obliger de passer par l'analyse
avec la tête, percevoir, comprendre avec le cœur, comprendre avec le corps. Alors, comment on fait ça? Quitter le reproduire, c'est déjà se dire, je choisis la posture d'explorateur, je ne connais pas, je ne sais pas, et je suis conscient que mes modèles mentaux, que mes compréhensions antérieures ne seront pas suffisantes pour me faire trouver cette solution, pour nous permettre d'arriver à créer des nouvelles solutions face à cette problématique-là. Donc, il faut, quand on passe dans la posture d'explorateur, être conscient des obstacles qui, généralement, sont présents et qui nous empêchent d'aller vers la transformation réelle. Vous allez vous reconnaître, vous allez reconnaître vos collègues. Je vais vous dire les 4 grands obstacles que Charmer nous présente, c'est ne pas reconnaître ce que l'on voit. Donc, j'ai devant moi une situation qui est quand même nouvelle, qui est différente, qui est particulière, mais je ne la vois pas parce que j'ai enregistré une façon unique qui est celle que j'ai eue dans le passé, une façon de voir, et je choisis moi-même, je positionne moi-même la vision. Donc, une façon de ne pas reconnaître ce qui est là. Là, il y en a peut-être parmi vous qui vont se reconnaître. L'autre obstacle, c'est de ne pas dire ce qu'on pense. Donc, souvent, on ne trouve malheureusement pas de solution si on reste avec notre compréhension de la réalité. L'autre obstacle, c'est de ne pas faire ce qu'on dit et finalement, de ne pas voir ce qu'on fait. Donc, de ne pas faire ce qu'on dit qu'on va faire et de ne pas voir ce qu'on fait alors qu'on est en train de le faire, de ne pas se regarder soi-même. Pour transcender ces obstacles-là, on doit sortir du reproduire puis de choisir la volonté de voir, d'être dans l'observation. Et quand on choisit d'aller dans l'observation, on commence déjà à creuser puis à aller on descend dans notre U, puis on commence à observer notre monde ou bien notre organisation à la frontière entre l'observateur puis l'observé. On commence à regarder les 2 portions. Et à cette étape-ci, l'observation, ce qui est fondamental, que ce soit pour quelque chose que je veux comprendre moi-même ou qu'on veut faire de façon collective, c'est de clarifier notre grande question. C'est quoi notre problème de départ? Je suis sûre que vous avez déjà entendu la citation d'Einstein là, qui dit « Si j'avais 1 heure pour résoudre un problème, je passerais 55 minutes à trouver la bonne question, puis 5 minutes qui restent à chercher la solution. » Mais ici, peut-être que je ne parle pas de proportion en termes de temps, mais vraiment de prendre le temps ensemble de se dire c'est quoi nos enjeux, c'est quoi qui nous préoccupe en ce moment pour bien cibler notre intention de recherche et de réflexion et d'accéder au vrai contexte. Et accéder au vrai contexte, ça veut dire aller voir qu'est-ce qu'il y a là, pour vrai, dans la vraie vie. Dans nos organisations, souvent, là, puis Otto Scharmer nous met vraiment en garde de ça, dans nos organisations ou dans notre quotidien, on a tendance à sous-traiter cette partie-là. On va demander aux consultants de venir regarder ce qui se passe puis de nous donner un rapport d'observation. On va demander à des étudiants de faire une enquête chez nos bénéficiaires pour venir dire qu'est-ce que vous observez pour nous résumer l'information. Sous-traiter cette partie-là, c'est probablement une des grandes erreurs qui va nous empêcher d'aller dans la profondeur. On doit nous-mêmes passer par cette étape d'accéder au vrai, au réel. Puis, c'est à ce moment-là aussi qu'on doit, puis là, c'est un élément essentiel, puis peut-être que ça va, on commence à toucher la profondeur du cœur, de faire appel à l'émerveillement. Donc, dans la phase du voir ou de l'observer, il faut tasser nos jugements préconçus, faut tasser ces éléments-là, puis faire appel à l'émerveillement. Par exemple, j'ai envie de vous donner une autre petite anecdote qui nous aide à cristalliser les apprentissages. Là. Pensez à Charles Darwin. Charles Darwin écrivait absolument tout ce qui lui venait à l'esprit, toutes les observations qu'il faisait, incluant les observations qui semblaient contredire ses hypothèses de départ. Pourtant, on a tendance à faire le contraire. On a tendance à mettre notre attention sur ce qui confirme ce qu'on pense. Alors ici, il faut faire l'effort d'aller vers ce qui ne confirme pas ce qu'on pense. Parce que ce qu'on sait là, c'est que les informations qui ne confirment pas ce qu'on pense, donc qui infirment, c'est les informations qui vont être les matières premières de l'innovation de demain. C'est là qu'il y a la parcelle d'innovation. Et la deuxième chose qu'on sait aussi, c'est que notre cerveau a tendance à oublier, à mettre de côté quelque chose qu'on n'arrive pas à cataloguer, à classer. Et si on met de côté les informations qui font partie de l'innovation de demain, on est en train de passer à côté du fondamental. Donc, ici, il faut vraiment suspendre le jugement et se forcer à s'émerveiller. Donc, de capter ce qui est nouveau, ce qui n'est pas prévu dans mon esprit, ce que je ne vois pas comme étant
prévisible ou normal. Il faut se placer, pas dans je dirais pas dans cet émerveillement naïf de « Oh, c'est beau, c'est extraordinaire », mais dans l'émerveillement de la candeur, de la découverte, de la curiosité. Au niveau collectif, c'est la même chose. Quand on veut regarder une problématique ensemble, bien, il faut suspendre la voie du jugement, il faut tasser les vieilles façons de faire. J'ai un ennui technique ici. Il faut regarder autour de nous puis voir surtout ce qui est réel. OK? Donc là, on a passé à l'étape du voir. On est en train de voir à partir de l'extérieur. On regarde ce qu'il y a là. On tombe ensuite dans l'étape du percevoir. Fait que là, on va rentrer une couche plus profonde, puis on est là, le percevoir, c'est voir à partir de l'intérieur. Cette phase-ci, l'important, l'idée, c'est qu'on va changer notre état de conscience, puis on va devenir une partie prenante du système qu'on est en train d'essayer de réparer. Donc, comment on fait ça? Ici, là, le percevoir, c'est ne plus juste de regarder, d'écouter, c'est de vivre. Donc, d'entrer, s'immerger dans l'expérience vécue. Alors, je vais vous donner des exemples. On va essayer d'entendre, pas seulement entendre ou étudier les bénéficiaires de notre organisation, on va essayer de s'immerger dans leur expérience. On va écouter leur histoire personnelle. On va capter qu'est-ce qu'il y a là. On ne veut pas étudier l'autre, on veut à la limite le devenir pour comprendre avec nos tripes, avec notre corps, ce qui est l'expérience de l'autre. Puis, en fait, ce qu'on va faire, par exemple, concrètement, ça peut ressembler à quoi? Mettons qu'on est collectivement dans une grande séance puis qu'on essaie de démanteler un enjeu où on a un espace d'enjeu où on a différentes positions. On va prendre le temps d'écouter des témoignages, d'un témoignage à l'autre, où on va aller approfondir notre compréhension pour avoir accès à un grand tout. Et ici, ce qui est différent, c'est que, vous le savez, souvent quand on essaie d'avoir accès à un grand tout, on prend un pas de recul. On dit, je vais avoir une vue d'ensemble, je vais comprendre le système. Ce que Otto Scharmer nous dit, c'est le contraire. Si tu veux comprendre le grand système, passe par chacune des petites parties. Va t'immerger, va t'immiscer au cœur de chacune des petites parties. Donc là, dans ma séance dont je vous parlais, j'entends les expériences vécues d'une partie, de l'autre partie, puis graduellement, à force d'entendre ces expériences vécues-là, puis de se connecter à ces expériences-là, ce qu'on va se mettre à écouter, c'est plus tant l'expérience que ce qui existe entre chacune de ces opinions et de ces prises de vue-là. Ce qui existe entre chacune nous donne le schéma du tout, du grand tout. Et c'est ça qui nous permet de voir comment tout ça communique ensemble et tout ça est un seul et même système. Et ce grand tout-là, quand on pense qu'on a vraiment réussi à toucher à « OK, c'est ça qui se passe, voici qu'est-ce qui est en train d'arriver, voici ce à quoi j'ai accès dans mon système parce que je suis passée par les petites parcelles », la façon de tester si j'ai-tu pogné la patente pour vrai, là, c'est de vous poser la question, dans la nouvelle image que je me forme de tout ça, est-ce que je fais partie de cette image-là? Est-ce que je suis dedans? Ou je suis encore comme « Ah, le système me fait subir telle chose ». Si vous êtes encore en train de subir le système, vous n'avez pas encore perçu vraiment. Cette phase-là, c'est vraiment là où on change notre compréhension. Souvent, on a tendance à subir ce que le système nous fait subir. Ici, là, c'est le déclic qu'on va faire collectivement où on fait partie de ce système qu'on veut réparer. Et un autre élément qui est essentiel du percevoir pour pouvoir vraiment aller là, se sentir partie prenante, c'est d'ouvrir le cœur. Et là, ça, c'est particulier parce qu'on vous parle de gestion de changement, on vous parle de changer nos organisations, puis on vous parle de profondeur, de cœur, puis d'esprit, mais laissez-vous porter par cette théorie-là qui a fait ses preuves. Ici, pour vraiment percevoir, il faut être au niveau du cœur. On n'est plus dans l'analyse de la tête. Nos sentiments, nos émotions deviennent des capteurs. Ils deviennent le sens de l'information. C'est cette nouvelle intelligence-là. Là, je vais vous donner un autre exemple. On reprend l'idée d'une rencontre, d'un débat où il y a plusieurs positions. Imaginons, vous êtes dans une séance où on veut repenser une situation problématique au niveau de la santé dans une région.
Ça colle un peu à notre réalité actuelle. Il y a un enjeu spécifique. Et dans la salle, on a des médecins, on a des étudiants, puis on a des patients. Et on a fait l'exercice de passer à travers les témoignages récoltés et les points de vue de chacune des parcelles. Et on entend et ça monte et on comprend bien que tout le monde est insatisfait du système tel qu'il est, que tout le monde, tant les médecins, les patients, les étudiants veulent avoir une connexion réelle à la santé. Et on commence à capter où est le système et il y a vraiment un moment charnière où on passe à un autre état quand on se connecte au cœur. Et l'exemple que je vous donne, c'est lors de cette séance-là, une des femmes, une des patientes, qui a vraiment réussi à se connecter avec le cœur à ce que vivent les autres parcelles de ce système-là, donc pas juste les patients qui subissent le système, mais elle réagit, puis elle dit à un médecin, je voulais vous le dire textuellement, elle dit « Votre situation me préoccupe profondément. Je ne voudrais pas que le système vous tue ou tue nos meilleurs médecins. Que pouvons-nous faire pour vous aider? » Et là, la salle au complet a eu un grand silence et c'est là où on sent qu'on est rentré dans une autre étape de profondeur. Il y a eu une connexion au cœur et là, les gens ont tous réalisé à quel point ils étaient partie prenante de ce grand système-là, autant comme patients que comme médecins, que comme étudiants. Et à partir de ce moment-là, on a atteint l'étape de percevoir et on est capable de passer au presencing, qu'on va appeler le presencing, si vous le voulez bien, la présence, qu'on utilise présence, mais surtout presencing, même au Otto-Scharmer, dans toutes les traductions, on va utiliser le presencing. Donc là, on s'est connectés les uns aux autres, on a connecté à l'information avec l'intelligence du cœur, on a vu notre système de l'intérieur. Ici, maintenant, on va commencer à voir à partir de la source. Ici, ce qu'on veut faire, c'est se connecter, en fait, à nos meilleures potentialités futures. On veut se connecter à ce qu'on peut devenir de meilleur. Puis, les deux questions qu'on va devoir se poser pour pouvoir se connecter à cette source-là, collectivement ou intimement, personnellement, ça va être les deux grandes questions. Qui est mon moi? Donc, Otto-Scharmer nous dit « Qui est mon moi? » Cette question-là, ça veut dire c'est mon moi le plus élevé. Celui qui transcende la banalité puis qui donne lieu au meilleur avenir possible. Celui qui transcende la banalité et qui donne lieu au meilleur avenir possible. Donc, c'est qui ça chez moi? C'est qui ce moi-là? Et quel est mon travail? Deuxième question. Quel est mon travail? Donc, mon intention profonde, la raison pour laquelle je suis sur cette terre. Finalement, ultimement, qui suis-je moi profondément? Puis, pourquoi je suis là? Qu'est-ce qui fait que tu te lèves le matin et que tu es capable de te réaliser pleinement dans ton plein potentiel? Et quand on réussit à se connecter à la source, ce que Otto-Scharmer appelle la source, bien, dans le presencing, on arrive alors à la fusion entre le moi du passé, donc la présence passée, donc tout le système que j'ai compris ou ce système de santé-là auquel on s'est connecté réellement avec le cœur, cette présence passée, mon moi futur, donc mon moi le plus élevé, et mon moi authentique. Il y a comme une fusion à ce moment-ci. Quand on arrive là, l'image que j'ai envie de vous projeter pour que vous saisissiez le presencing, c'est quoi? C'est l'image de l'artiste qui se met à créer, puis qu'au début, il est devant sa toile, puis il ne sait pas qu'est-ce qu'il veut faire. Il sent qu'il y a quelque chose là, mais il ne sait pas qu'est-ce qu'il va sortir, qu'est-ce qu'il va créer. Puis à un moment donné, il commence, il est à l'écoute de ce qui se passe en lui, puis les mains finissent par faire la job pour lui. Il y a comme une intuition profonde, il y a un flow, ça se crée parce qu'il est connecté à ce qui veut arriver, à ce que la toile appelle, à ce qui va arriver dans sa création. Donc, ici, le presencing, c'est de s'ouvrir à ce que la vie veut qu'il advienne ici et maintenant. C'est le moment où il y a une grande naissance, l'arrivée d'un nouveau moi, d'un moi authentique, d'un nouveau monde. Et pour qu'il y ait ça, une grande naissance, un grand moi qui se présente, un nouveau monde, bien évidemment, on a besoin de créer cet espace-là. Il y a un espace avant cette naissance-là qui est souffrant.
C'est ça que Otto Scharmer nous dit. Avant de passer à l'autre étape, avant de vraiment réussir à se connecter à la source, avant d'avoir réussi à transcender, ben il va falloir qu'on ouvre une brèche. Il va falloir qu'on accueille notre vulnérabilité pour passer ce seuil-là. Puis, il va falloir qu'on lâche prise de l'ancien. Il va falloir accueillir pour accueillir ce qui n'est pas encore connu, il faut lâcher prise de ce qui était là. Il faut lâcher prise du connu. Et ce passage-là peut être très souffrant, peut être difficile. Puis, vous le savez parce que vous en avez vécu dans vos vies, des passages comme ça, des passages de seuil. Je suis sûre que vous vous connectez en ce moment à une ou deux expériences que vous avez vécues où vous avez dû lâcher ce qui était derrière vous. Vous avez dû lâcher prise sur qui j'étais, qui je suis, cette organisation-là telle que je la connais, cette famille telle que je la connais, pour pouvoir laisser émerger et pouvoir être à l'écoute de ce qui veut émerger. Donc, il faut laisser partir un monde qui meurt pour arriver vers le nouveau monde. Alors, Otto Scharmer nous a donné aussi une autre belle image pour penser à ce moment-là, à ce seuil-là, et c'est l'image de la porte de l'Aiguille dans l'ancienne Jérusalem. Peut-être qu'il y en a qui la connaissent, c'est une porte pour entrer dans la ville et qui était tellement étroite que les chameaux, pour pouvoir entrer dans cette ville-là, pour pouvoir passer le seuil de la ville, on devait délester les chameaux de tout leur matériel, leur bagage. Donc, on doit, leur fardeau, on doit, pour traverser la porte, se défaire de tout ce qui est le passé, de tout ce qui est non essentiel. Donc, il faut laisser une place pour laisser partir et c'est comme ça qu'on va être capable de se connecter à la source de qu'est-ce qui veut naître, qu'est-ce qui veut émerger. Alors, ça demande du silence, ça demande de créer du temps, ça demande de créer l'espace. Et bien sûr, vous allez le voir, dans vos espaces collectifs, c'est la même chose. Quand ce moment-là arrive, c'est souffrant avant. On a chaud, personne ne parle, on se compte. Et puis, à un moment donné, il y a quelqu'un qui pose la question du cœur, il y a quelqu'un qui se connecte à quelque chose qui est lié dans ce qui veut émerger, ce qui veut se créer. Et d'une certaine façon, le moment du presencing, c'est vraiment de modifier cet espace intérieur-là à partir duquel on agit pour laisser venir. Et je vous le dis, quand on pénètre dans quand on passe ce seuil-là, c'est là qu'on rentre dans notre véritable pouvoir. C'est là qu'on est capable de créer parce qu'on est connecté à notre moi le plus élevé. On est soit soi-même, soit collectivement connecté à notre moi le plus élevé. Alors, quand on a touché à ce qui veut naître, quand on a touché à ce qui veut émerger, il faut s'assurer de le rendre visible, s'assurer de créer une image, une représentation qui va être vivante, qui va changer, mais une représentation imaginative de ce futur-là qu'on a vu émerger. Et donc, c'est là où on arrive dans la phase de la cristallisation. On va se créer ensemble une vision, on va clarifier qu'est-ce qu'on veut faire arriver. Et la cristallisation... Quelque chose devant ton écran. Excuse-moi? Quelque chose devant ton écran. Ah, excusez-moi, c'est mes notes. Vous avez vu ma méthode magique. Donc, dans la phase de la cristallisation, on va créer la vision. C'est là qu'on va nommer, en fait, de la vision, puis on va en créer une image concrète. Et une image qui s'actualise dans le temps parce que l'objectif de la cristallisation, c'est de rester connecté à cette source-là. On a pris le temps d'y aller, d'aller en profondeur, mais on ne veut pas le perdre quand on va se mettre dans l'action. On ne veut pas perdre cette connexion-là avec la source parce que des fois, on va se mettre dans l'action puis on va retomber dans nos vieux réflexes. Donc, pour ne pas retomber dans nos réflexes et pour s'assurer que notre action, elle est empreinte de cette source-là, on va créer cette image-là qui fait que, en fait, cette image-là nous donne un peu le sentiment que c'est tellement évident le futur qui va arriver maintenant qu'on ne peut pas le faire arriver. Là, dans cet espace-là, on va aller dans les images, on va aller dans la création, on va aller... Puis c'est notre corps qui va nous dire « ça ressemble à quoi ce futur-là? Ça ressemble à quoi ce qu'on est en train de faire naître? » Et ça se met à évoluer. Et quand on est à partir connecté à cette source-là, bien, l'image qu'on se fait de l'avenir continue à évoluer, puis à changer, puis à se transformer. Fait que la cristallisation, c'est une image qui est vivante. C'est quelque chose sur quoi on peut être connecté constamment puis qui nous amène dans le futur.
Et là, je suis persuadée que plusieurs d'entre vous ont déjà participé à des exercices de vision. Des exercices où on se dit, OK, où est-ce qu'on veut être dans tant de temps, dans 5 ans, où est-ce qu'on se voit dans 3 ans? Et ce qui est important de préciser ici, c'est que c'est complètement différent d'une vision traditionnelle, d'un exercice de vision traditionnel parce que ça s'opère à partir d'une région bien plus profonde de connaissance, que ce soit de moi ou de l'organisation. Tandis que dans la proposition traditionnelle de vision, on est connecté, en fait, on est dans le rêve, mais on peut très bien être à la première étape. On n'a pas pris la peine de descendre dans le U. On est en train d'imaginer ce qui va arriver. Donc, dans nos exercices de planification stratégique ou de vision, souvent, si on ne prend pas la peine de descendre dans cette connexion-là, dans cette compréhension-là profonde et connectée au cœur, mais surtout à la source, ben, cette énergie-là de dire ben, on ne peut pas le faire, c'est tellement évident. Puis en fait aussi, c'est notre vision rêvée dans la vision traditionnelle, mais ce n'est pas non nécessairement ce qui veut se mettre en place, ce qui veut émerger. Il y a comme un élément de plus dans cet exercice de vision-là qui est connecté à la source et à ce qui veut naître, pas juste à ce qu'on veut qu'il arrive. Finalement, quand on a fait ce moment-là, on rentre dans la phase de prototypage. C'est-à-dire que là, ce qui nous dit Auto-Charmer, c'est mettez-vous déjà tout de suite dans l'action. Commencez pas à planifier, on réfléchit pendant 1 an pour créer les 5 prochaines années. On est tout de suite on le met, à quoi ça ressemblerait, on le met en place, on le crée, on reçoit du feedback. Ce qu'Auto-Charmer appelle aussi des fois le feedback de l'univers. Donc, des fois, les opportunités qui se présentent, c'est pas exactement ce qu'on avait pensé. Donc, on réaménage notre prototype, on le réorganise pour pouvoir s'y connecter. Donc, le but, c'est de comprendre ce feedback-là pour s'ajuster, faire évoluer une idée, pour aller plus loin. On est dans l'essai et erreur ici, puis on veut réfléchir, bâtir, réfléchir. On n'est plus... Et là, si vous voyez, on remonte dans le U. Hein? Donc là, on n'est plus connecté nécessairement on est dans l'action. On est dans l'action, on utilise notre tête, on utilise notre corps, on est dans l'analyse. Donc, là où on entend ce que le corps nous dit, ce que l'univers nous dit, on l'intègre dans notre prototype. Puis la dernière étape, bien, on revient au déployé, qui aurait été probablement notre chemin le plus rapide si on avait fait la ligne droite. On revient au déployé et ici, c'est de façonner le contexte qui va permettre au nouveau réel de vraiment se développer. Donc, quand notre prototype a été créé, quand notre prototype a été fait, bien, il faut s'assurer qu'il puisse continuer son développement puis qu'il puisse avancer sur son chemin. Il faut donner donc un espace, une opportunité de s'ancrer dans une infrastructure qui va être, tantôt, Antoine vous le disait, on ne veut pas une infrastructure d'écosystème ou de quelque chose on veut que notre prototype puisse s'intégrer dans quelque chose de plus global, dans l'écosystème. Donc, il faut placer les conditions pour en prendre soin puis pour que ce prototype-là puisse vraiment émerger et arriver au jour, être le nouveau monde. Alors, ça, c'est le processus, les étapes de la théorie que Auto-Charmer nous propose avec la théorie U. Et peut-être juste pour se rappeler, pour se remettre un peu dans le ton, les 3 grands instruments à cultiver, il y a l'esprit ouvert, donc la première étape, donc de déjà suspendre les jugements, être dans la phase, là, vous revoyez le U, là, Antoine vient de vous présenter, fait que dans la phase jaune, c'est l'esprit. On veut avoir un esprit ouvert, suspendre les jugements. Quand on commence à voir qu'on a des idées préconçues, on les tasse. Il y a une belle phrase qui dit « L'esprit, c'est comme un parachute, ça fonctionne seulement quand c'est ouvert. » Bien, c'est ça. Ensuite, c'est le cœur ouvert. Et là, c'est d'être dans la capacité d'empathie, de travailler avec le problème, mais à partir des parties prenantes, donc à partir de l'intérieur, à partir des autres. C'est de rediriger notre attention pour s'assurer qu'on fait partie du système. On n'est pas dans notre compréhension juste en train de le subir. S'assurer qu'on est connecté sur nos émotions. Puis nos émotions, on va en reparler plus tard, nos émotions qui sont connectées avec les différentes parties différentes parties du système et non pas juste l'émotion pure. Parce qu'on pourrait être dans la colère, dans les mécanismes protecteurs. Des fois, on a de l'émotion qui émerge. C'est pas parce qu'on est dans l'émotion qu'on est dans un cœur ouvert.
Un cœur ouvert, c'est celui qui est rempli d'empathie puis qui se voit comme partie prenante du système. Et finalement, dans la plus profonde, l'autre chose qu'on doit cultiver, la plus profonde étape, c'est de cultiver notre volonté ouverte. Donc, cultiver cette capacité-là à passer de vieilles intentions à toutes les futures qui sont possibles. Développer cette volonté d'aller vers le moi le plus élevé, comme le dit Otto Scharmer, d'aller vers ce qu'il y a de plus beau, de plus plein de potentiel.